Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour mon update lecture du mois de mars. Comme d'habitude, on commence par quelques statistiques et au mois de mars, j'ai lu 8 livres, j'en ai abandonné un. Je les ai lus tous les 8 en version papier et il y en a un que j'ai couplé avec la version audio. Je n'ai lu aucun livre numérique, mais les 8 livres que j'ai lus représentent un total de 3059 pages, c'est-à-dire approximativement 98 pages par jour pour une moyenne de 4 étoiles, je dirais même plus 4,5 étoiles, donc c'est plutôt un bon 4 étoiles. Et j'ai intégré 9 livres à mes bibliothèques, dont un que j'avais déjà lu. Et sans plus d'introduction, on est parti avec le premier livre que j'ai lu au mois de mars. C'était Un palais d'épines et de roses, le tome 3, Un palais de cendres et de ruines de Sarah J. Maas. Je ne vais pas m'attarder sur ce que j'ai pensé de ce titre puisque je vous ai fait un vlog complet sur ce roman. Il faisait partie de ma vidéo 3 coups de cœur potentiels. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais on n'en est pas loin. Je lui ai quand même mis 5 étoiles sur Goodreads. Et je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers ce vlog où je vous parle de ce roman ainsi que de 2 autres que je vais mentionner aussi très rapidement dans cette vidéo. Ensuite, j'ai terminé Rise d'Hélène Goodlet, c'est le tome 2 de la duologie Rule. Je l'avais commencé en février puisqu'il était dans ma palle des cartes de février pour un livre de fantasy. Je suis contente d'avoir terminé cette duologie. Je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de 3 jeunes femmes qui n'ont rien en commun. L'une travaille au palais, l'autre fait partie d'un peuple nomade et la troisième vit dans une famille où elle est un peu comme Cendrillon, elle est martyrisée par ses frères et sœurs, par ses parents. Et un beau jour, elles sont toutes les 3 appelée au palais. Donc, celle qui travaille sur place, elle n'est pas appelée, elle travaille sur place, donc elle y est déjà. Mais disons que les 2 autres sont appelées au palais et en fait elles découvrent que elles sont sœurs et que leur père n'est autre que le roi, qui est très malade, qui va très prochainement mourir et qui décide que sa couronne ira à l'une de ses 3 filles qu'il n'avait jusqu'à présent jamais reconnues officiellement. Et donc nos 3 héroïnes vont se retrouver un petit peu dans cette course au trône. Elles vont être confrontées à un complot et elles ont chacune un secret terrible, secret bien gardé jusqu'au jour où quelqu'un va commencer à leur faire du chantage. Ce que j'ai adoré dans cette histoire, c'est que je ne m'attendais pas du tout à l'identité de la personne qui les faisait chanter. Le tome 1 se terminait avec un gros cliffhanger, on reprend à la suite immédiate dans ce tome 2 et ça c'est plutôt cool. On a une belle évolution des personnages mais je trouve que parfois ils ont été un peu lents à la détente. Concrètement, même si j'avais pas deviné qui était le maître chanteur et donc le responsable de tout ce qui va se dérouler dans ces 2 tomes, il y avait quand même des indices, des pistes et même si je ne savais pas qui, je savais plus ou moins comment. Autant dans le tome 1 on avait vraiment cet aspect complot, autant dans ce tome 2, je trouve qu'on était plus sur un peu guerre entre sœurs qui faisait très ado que sur un vrai complot politique. Le côté politique est intéressant, mais je trouve qu'il n'est pas assez approfondi dans ce 2e tome. C'est dommage parce que c'est ce qui m'aurait plu, mais ça en fait un récit young adulte, ado, grands ados, plutôt que vraiment young adulte. Le style était fluide, on a un très bon rythme, je trouve juste qu'il a manqué un poil d'humour. L'histoire était prévisible, même si j'avais pas l'identité de la personne responsable, je voyais très bien où on allait et je trouve qu'il manquait un petit peu de complexité. Je suis restée intriguée malgré tout parce que je n'avais pas l'identité de cette personne coupable et je trouve que l'autrice disperse un petit peu des fausses pistes, ce qui fait qu'on se prend vraiment au jeu. Comme je vous l'ai dit au niveau de la logique, je trouve que les personnages en manquaient un petit peu, et moi j'avais deviné depuis le tome 1 en fait. Déjà depuis le tome 1 je savais... En fait je ne savais pas quel personnage... Enfin je ne savais pas quel personnage était ce personnage, mais je savais quel était ce personnage. C'est compliqué, je sais pas comment vous expliquer. En fait on a... on va dire son statut, voilà. La personne qui les fait chanter pour une raison. Et on découvre que ça a un lien avec son statut, son identité, sans connaître son nom. Ce qu'elle est, cette personne. Et moi, ce qu'elle est, j'avais deviné depuis le tome 1. Sans savoir qui elle était, je savais sans savoir qui elle était, je savais ce qu'elle était. Voilà, donc je tiens à préciser que
parle au féminin en parlant de cette personne, je pourrais parler au masculin en parlant de ce personnage, ce serait la même chose. Pour ne pas vous donner une indication sur le genre du personnage coupable. C'était une lecture très très rapide, pleine de rebondissements et j'ai vraiment beaucoup aimé le côté sororité. Je vous conseille cette duologie de tout cœur et ça se lit, comme je l'ai dit, très vite. Je vais pas trop m'attarder sur les 2 prochains titres puisque ce sont les 2 autres titres qui font partie de cette fameuse vidéo où je vous en parle de manière plus complète. Hades et Perséphone, le tome 1, A Touch of Darkness de Scarlett Sinclair, que j'ai beaucoup aimé malgré la traduction catastrophique. Je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads. Et Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson, que j'ai adoré. C'est un coup de cœur, vraiment un vrai bon gros coup de cœur. C'est mon roman préféré du mois de mars également. Et pareil, pour avoir un peu plus d'infos, je vous laisse regarder le vlog où je vous parle de ces 3 titres. Je lui ai mis forcément 5 étoiles sur Goodreads. Ensuite, je vais vous parler de Violet Made of Thorns de Gina Chen et je suis trop contente de vous en parler maintenant parce que je l'ai lu au mois de mars, mais ça tombe extrêmement bien puisque les éditions Robert Laffont dans leur collection R vont traduire ce titre qui devrait sortir très prochainement et je l'ai vraiment adoré, c'était génial. Je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads, il s'agit du premier tome d'une duologie si je ne me trompe pas. C'est une légère réécriture de La Belle au bois dormant, mais vraiment très légère. On a juste le côté un peu ambiance féerique du conte. On a une histoire avec des roses et des épines. On a un prince, on a un genre d'enchanteresse, devineresse plutôt, qui s'appelle Violet et qui a été recueillie par le palais grâce à ses pouvoirs. En fait, tous les royaumes alentour, y compris celui dans lequel on navigue, a une devineresse, je vais l'appeler comme ça, une voyante, ouais, plutôt une voyante, c'est la traduction littérale du mot en version originale. Elle a sauvé la vie du prince alors qu'elle était très jeune, le prince aussi était très jeune, ils ont approximativement le même âge, et elle a été, en remerciement d'avoir sauvé la vie du prince, elle est désormais la voyante officielle du royaume. Violet n'est pas une héroïne comme on les rencontre habituellement. C'est pas une anti-héroïne, mais c'est une héroïne qui a son petit caractère, qui sait ce qu'elle veut, qui est très taquine, voire mesquine, avec notamment le prince. Elle sait que son rôle lui garantit la sécurité de l'emploi. Du coup, elle se permet un peu tout et n'importe quoi en termes de comportement et de parole. La voyante qui travaillait pour le roi avant elle a énoncé une prophétie selon laquelle le prince héritier devait se marier pour éviter une catastrophe au royaume. Cette voyante est décédée, Violet a pris sa place très peu de temps après avoir commencé son apprentissage auprès de l'ancienne voyante. Et du coup, elle se retrouve avec cette prophétie qu'elle-même n'a jamais vue, n'a jamais énoncée, et elle essaye de faire en sorte que tout se passe au mieux. Mais le peuple demande à ce que le prince héritier se marie pour éviter la catastrophe. Comme je vous l'ai dit, Violet n'ayant jamais eu elle-même de vision de cet avenir potentiel, c'est compliqué pour elle de jouer son rôle. Elle ment au peuple, elle ment au roi, elle ment à tout le monde, jusqu'au jour où elle va elle aussi commencer à avoir des visions assez horrible d'un potentiel futur tragique pour plein de gens. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Le personnage de Violet au début m'agaçait un petit peu, mais au final je la trouve cynique, drôle, arrogante, et ça lui va tellement bien. Enfin, c'est le genre de personne que dans la vraie vie je détesterais. Mais pour un personnage principal de roman, c'est tout à fait mon style. Je l'aime vraiment beaucoup. En revanche, le prince qui s'appelle Cyrus est assez fade jusqu'à un certain moment dans l'histoire. Donc j'ai hâte de découvrir le tome 2 parce que je pense que on va pouvoir commencer à évoluer avec ce personnage-là. C'est de la fantasy romance. Je pense que vous l'aviez plus ou moins deviné. Donc je vous laisse imaginer ce qui peut éventuellement arriver. Et gros point bonus pour les personnages secondaires, donc le meilleur ami du prince, qui est un émissaire d'un pays lointain, et la sœur du prince, qui est phénoménale, et c'est un personnage queer.
J'ai adoré l'atmosphère, je vous l'ai dit, c'est vraiment une ambiance conte de fées avec des vrais fées à l'intérieur. Et Violet vit dans une tour, alors je suis pas sûre qu'on la voit là, c'est sûr que non. Et je crois qu'on la voit pas non plus sur les end pages. Mais je ne sais plus dans quelle version, mais il me semble l'avoir vue. Ça fait un peu la tour de réponse en fait. Enfin, c'est très, ça fait vraiment conte de fées. Elle est perchée dans cette tour. Les gens de la noblesse viennent la voir régulièrement pour se faire lire les lignes de la main ou l'avenir dans une boule de cristal. Et elle se moque d'eux constamment et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai également adoré le style de l'autrice. Il est bourré d'humour. Elle décrit les sentiments des personnages, notamment de Violet, avec une justesse incroyable. On est vraiment plongé dedans. Et les descriptions de nourriture, oh yo 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 yo. Tout ça m'a donné faim. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas vraiment sur une réécriture, plus sur une inspiration du conte de La Belle au bois dormant, avec une sorcière, avec un corbeau, des ronces. Voilà, il y a vraiment... On reconnaît le conte quand on sait quoi chercher. Mais c'est pas hyper flagrant. Étant donné qu'il s'agit du premier tome d'une duologie, je pense que le tome 2 sera beaucoup plus basé sur l'action, parce qu'il y a encore énormément de choses qu'on n'a pas découvertes à la fin de ce premier tome, donc j'ai hâte de lire la suite. J'ai trouvé qu'il y avait un petit manque de rythme au départ, mais si vous avez la possibilité d'avoir la version audio de ce roman, qui, je vous le rappelle, est en version originale, écoutez la version audio parce qu'elle était phénoménale. J'ai passé un super moment et je vous conseille vraiment de découvrir cette histoire. Si vous lisez en VO, lisez-le en VO, c'est toujours mieux. Avec la version audio, ce sera encore mieux. Et si vous ne lisez pas en VO, attendez quelques semaines et puis vous pourrez découvrir la version française grâce aux éditions Robert Laffont. Ensuite, j'ai abandonné Folk and Love de Leah Johnson. Je suis catastrophée. Je suis catastrophée, mais c'est une question principalement de traduction. Et également c'est redondant, de style de l'autrice. Au-delà de la traduction. Donc même si la traduction était calamiteuse, j'ai quand même distingué que le style de l'autrice n'était pas fait pour moi. Et j'ai détesté les personnages. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Olivia. Je crois que c'est ça son prénom. Oui, Olivia. Qui passe son temps à tomber amoureuse et à se faire larguer et qui va partir dans un road trip avec sa meilleure amie pour un festival de musique. De l'autre côté, on a une autre jeune fille qui s'appelle Tony. Elle va commencer la fac dans quelques semaines et c'est un peu le baroud d'honneur avant les études sérieuses. Et elle aussi va se retrouver à ce festival de musique, bien entendu, sinon il n'y a pas de lien dans l'histoire. Et elle venait tous les ans avec son père et son père est décédé il n'y a pas très longtemps. Et c'est un peu pour lui rendre hommage qu'elle vient une dernière fois à ce festival de musique. Voilà, en gros, pour un peu vous expliquer le contexte, les personnages. J'ai détesté Olivia. Elle est horrible. Il faut juste que je vous dise que j'ai lu les 100 premières pages. Je me suis arrêtée là. J'ai quand même voulu lire les 100 premières pages pour être sûre que ça me plaisait pas. Voilà, donc j'ai pas lu juste les 5 premières pages et j'ai laissé tomber. Donc Olivia, c'est un personnage qui est, comme je vous l'ai dit, horrible. Elle est idiote, elle est égoïste. Imani, qui est sa meilleure amie, se laisse complètement manipuler. Moi, je peux vous dire que ça fait longtemps que je l'aurais envoyé chier si quelqu'un me traitait de cette façon. Parce que tout ne tourne qu'autour d'elle, en fait. Et tout ce qui se passe autour, justement, elle en a absolument rien à faire. Donc on était déjà mal parti avec un personnage principal pareil. Au niveau de l'atmosphère, je pense que je vais tout simplement arrêter, dans la mesure du possible, de lire des romans contemporains. En tout cas, du young adult contemporain. Là, en plus, la thématique du festival de musique me parlait pas du tout. Alors, je suis pas familière de ce genre d'événement, puisque j'en suis pas spécialement friande. Le peu que j'ai lu me paraissait assez cohérent, mais j'étais pas intéressée, tout simplement. C'était juste pas pour moi. C'est pas que c'était mal fait ou mal choisi, je saurais
pas trop comment vous dire, c'est juste que c'était pas pour moi. Au niveau de l'écriture, on a une construction des paragraphes qui est vraiment très très étrange. J'ai relevé plusieurs répétitions et j'ai comparé avec la version originale pour être sûre que c'était pas juste une question de traduction, donc je peux vous confirmer que même dans la version originale, il y a plusieurs répétitions. Et alors, comme je vous l'ai dit, la traduction était calamiteuse. Que ce soit en termes de vocabulaire, en termes de grammaire ou en termes de conjugaison. Il n'y avait rien qui allait. Je pense que De Saxus, après les déboires que la maison d'édition a eu avec justement ses traductions, a fait l'effort de renouveler ses équipes, mais uniquement en ce qui concerne ses collections SFFF, puisque il me semble que, alors là je parle que de mon point de vue, hein, il me semble que c'est un peu leur plus gros chiffre d'affaires, la collection SFFF, qui d'ailleurs n'est pas une collection, c'est leur ligne éditoriale de base, et Ellipsis est leur collection contemporaine. Et du coup, en fait, comme Ellipsis est peut-être moins lu, moins acheté, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas comment dire, c'est pas leur business principal. Et ben ils en ont rien à foutre. Et du coup, ils ont continué, ils ont gardé les mêmes traducteurs pour les éditions, enfin la collection Ellipsis, la collection contemporaine. Donc j'ai très très peur parce que j'ai d'autres titres de cette collection dans ma pile à lire et j'ai notamment le premier roman de cette autrice traduit par la même personne dans ma pile à lire. Donc je verrai. Et puis s'il faut que j'abandonne et que j'arrête de les acheter, j'arrêterai de les acheter et j'abandonnerai les romans, les autres romans de cette collection, ce qui est un petit peu un drame parce que je trouve ça vraiment dommage. Mais voilà, sachez que au niveau de la thématique générale, je vous l'ai dit, cette histoire de festival de musique, c'est pas ma came. Par contre, on aborde des sujets très importants. Et du coup, je suis d'autant plus triste de ne pas être allée au bout de cette histoire. Mais physiquement, je pouvais pas. Non, c'était un vrai supplice. Je levais les yeux à toutes les pages, je soupirais à tous les paragraphes. C'est dommage, comme je vous l'ai dit, il y avait des sujets importants. D'ailleurs, je vais juste peut-être vous relire les trigger warnings. Voilà. C'est une note carrément de l'autrice qui est écrite au départ. Alors, perte d'un parent, crise de panique, violence par arme à feu, partage non consenti de photographies. Donc, je vous l'ai dit, sujet important. Et je trouve que la façon dont l'histoire est construite, en tout cas dans les 100 premières pages que j'ai pu lire, était intéressante, mais voilà, ça m'a quand même pas donné envie d'en connaître plus. J'étais pas intriguée, j'ai détesté la moitié du casting, donc à partir de là c'était compliqué, et puis je vous l'ai dit, le sujet m'intéressait pas, donc j'étais pas emballée autant que les personnages avaient. Je pouvais comprendre, parce que par exemple si ça avait été un salon littéraire, j'aurais compris l'engouement, donc enfin j'ai compris l'engouement mais je le partageais pas. Au niveau de la logique, il y a clairement un lien complètement improbable qui se noue à une vitesse entre certains personnages. Ouais, c'était un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Comme je vous l'ai dit, la raison pour laquelle j'ai abandonné ce livre, au-delà de la traduction, au-delà des personnages, c'est surtout parce que je soupirais à chaque fin de page, à chaque fin de paragraphe, et ça vaut pas le coup. Je n'ai pris absolument aucun plaisir à ma lecture sur ces 100 premières pages et c'est bien dommage. Donc c'est pas forcément un titre que je vous conseillerais. Il était dans ma palle des cartes pour le dernier titre qui avait rejoint ma pile à lire. Violet Made of Thorns, c'était ma lecture bonus en VO. Enchantment of Ravens, il était dans ma palle pour un livre avec un one-shot, et Hadès et Perséphone pour un livre avec 3 fois la lettre E. En plus d'être tous les deux dans ma pile du vlog des abonnés. Ensuite, je passe à un roman que j'ai adoré, c'est Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, le tome 1, Les souvenirs de Ferdinand Taupe, et il est illustré par Sanoé. C'est un des finalistes jeunesse young adulte pour le PLIB. Je lui ai mis 5 étoiles sur Goodreads et dans cette histoire qui se déroule dans la forêt de Belle-Écorce, on va faire la rencontre d'Archibald Renard qui tient une librairie. Mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais aller dans cette librairie. Oui, oui, oui. Et en fait, cette librairie a ceci de particulier qu'elle contient les livres écrits par les habitants de la forêt.
en un seul et unique exemplaire, et chacun peut venir acheter un livre selon ses envies, ses besoins, etc. Un beau jour, dans la librairie de Archibald Renard, va arriver Ferdinand Taupe, qui est à la recherche de ses mémoires. Il a écrit il y a plusieurs années ses mémoires, et il en a besoin parce que malheureusement, ces derniers temps, ses souvenirs s'envolent. Et il a besoin de ses mémoires pour retrouver quelque chose, quelqu'un. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Sauf que manque de bol, Archibald, ayant été un peu distrait par un client la veille, n'a pas fait attention qu'il vendait ses mémoires, et surtout il n'a pas vu à qui il a vendu ses mémoires. Donc nos deux amis, Archibald et Ferdinand, vont partir dans une aventure à la recherche des souvenirs de Ferdinand Taupe. Donc à travers toute la forêt. Cette histoire est parsemée par des illustrations somptueuses, que ce soit sous ce format ou même en pleine page. Elles sont colorées et c'est tout simplement incroyable. Trigger warning. On va parler ici de la maladie d'Alzheimer, qui porte un autre nom dans cette histoire, mais clairement on parle de ce sujet et c'est tellement émouvant, beau, tendre. Je vous conseille vraiment de lire cette histoire et j'ai très hâte d'attraper le tome 2 pour le lire bientôt parce que l'auteur sera à la librairie Kléber, je crois en juin, mai ou juin, je ne sais plus. Donc j'irai lui rendre visite avec plaisir pour lui parler de son roman parce que c'était incroyable. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. On a des personnages qui sont beaux, émouvants, touchants et qui correspondent bien aux clichés, aux petites expressions de notre langage courant qu'on peut se faire sur ces animaux, puisque malgré leurs différentes espèces, ils vivent tous en harmonie dans la forêt. Et j'ai trouvé que c'était chou, vraiment mignon. C'est un récit pour les enfants. Et je trouve qu'il est totalement adapté. Cette forêt est absolument enchanteresse, les illustrations ne le sont pas moins. On a un ton tendre, mélancolique, c'est une véritable ode à la vie. L'auteur utilise un humour très léger et il a un style plein de tendresse. Cette écriture est hyper poétique pour parler de choses importantes et expliquer clairement ce qui se déroule. L'histoire est magnifique, on a vraiment un très beau déroulé. Comme je vous l'ai dit, on part sur une thématique importante et je trouve que c'est magistralement exécuté. Évidemment, comme c'est de la jeunesse, l'histoire était pour moi très prévisible, mais j'ai adoré. J'avais envie d'arriver au bout, j'avais envie de savoir. Je savais ce qui allait se passer, je savais ce qu'on allait me dévoiler avant la fin, bien entendu, quasiment dès le début, je savais ce qu'on allait me dévoiler à la fin de l'histoire, mais j'en avais pas moins envie de suivre l'histoire en prenant mon temps en fait, et vraiment en savourant chaque mot, chaque lettre, chaque signe de ponctuation déposé avec délicatesse par l'auteur dans cet ouvrage qui est aussi beau de l'extérieur que de l'intérieur, et comme je vous l'ai dit, pas uniquement pour les illustrations, même si elles jouent un rôle vraiment très important. On a une petite présentation de l'auteur à l'intérieur. Et en fait, on apprend que Michael Brun-Arnaud a travaillé à l'hôpital pendant 10 ans dans l'accompagnement des personnes atteintes de maladies neuro-évolutives. Et ça se sent dans l'histoire parce que il met des explications scientifiques, il explique comment fonctionne la maladie, il nous partage les expériences des personnages, mais avec des mots simples, adapté aux enfants et avec justesse. Je suis moi-même pas atteinte de maladies neuroévolutives et je ne connais personne dans mon entourage qui le soit, donc je peux pas vraiment vous dire que ce soit, juste par rapport à la réalité, mais ça m'a semblé l'être. Et j'ai vraiment adoré et j'ai failli plus d'une fois verser une larme. J'ai refermé ce bouquin et j'ai fondu en sanglots. C'était très étrange parce que j'avais aucune larme qui coulait, je n'avais pas de larmes, mais je n'arrivais pas à m'arrêter de sangloter, et je ne sais pas pourquoi. Et je pense que c'est même pas
c'est même pas vraiment la fin de l'histoire. Alors, on arrive à la fin, et puis on a les remerciements de l'auteur, et c'est à la fin des remerciements de l'auteur que j'ai complètement... Enfin, mon corps a lâché prise. Je pense que je retenais toute cette émotion depuis le départ, parce que je m'empêchais de craquer au milieu de l'histoire. Parce que j'ai dû me dire à un moment donné que si je craquais maintenant, c'était foutu pour le reste de l'histoire, et j'allais passer mon temps à chialer avant la fin. Donc j'ai tout retenu, et mon corps a lâché à la fin des remerciements de l'auteur. C'était vraiment incroyable. Je vous conseille vraiment de tout cœur de découvrir cette histoire à tout âge. C'est, je pense, un récit qui peut être lu avec les enfants, je dirais à partir de 9 ans. En lecture accompagnée, pas forcément, parce qu'à 9 ans, les enfants sont suffisamment autonomes pour lire ce livre seul. Je sais pas si je le conseillerais avant, à cause de la gravité des sujets évoqués, mais en même temps, si vous vivez ce drame personnellement, si vous avez dans votre famille quelqu'un qui est atteint de ce type de maladie, ça peut aussi peut-être vous donner des pistes pour expliquer à vos enfants comment cette maladie fonctionne, et trouver peut-être un peu de réconfort. Je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas moi-même impactée par la maladie, que ce soit moi directement ou quelqu'un d'autre que je connaisse. Donc, mais j'ai trouvé que c'était beau, et ça permet de relativiser beaucoup de choses, même si on n'est pas touché, parce que vraiment ce texte m'a parlé. Et ouais, c'était fou. Vraiment, je vous conseille cette lecture. C'est dur. Il y a vraiment des passages qui sont très 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 poignants, mais c'était incroyable. Poésie du texte, poésie des images. Vraiment, foncez, lisez-le. C'était pas un coup de cœur, mais on était vraiment pas loin. Alors je vous l'ai pas dit, mais Folk and Love, comme je l'ai abandonné, je ne l'ai pas noté. Et Mémoire de la forêt, je lui ai mis 5 étoiles sur le Goodreads, évidemment. Je n'ai pas noté non plus le dernier titre dont je vais vous parler, puisqu'il s'agit de la biographie de George M. Johnson. C'est l'histoire de la vie de quelqu'un. C'est l'histoire de la vie... Pardon. Je vais pas noter la vie de quelqu'un, ça se fait pas. On met pas une note sur 10 à la vie de quelqu'un. C'est sa vie, c'est pas une histoire qu'il invente, voilà. Ça s'appelle Le bleu ne va pas à tous les garçons, et chez Ellipsis de Saxus. Et là, je n'ai eu absolument aucun problème de traduction. Donc, comme quoi, il y a quand même des traducteurs capables qui travaillent chez De Saxus. Pas tous, dommage. Bref, c'est la vie de George M. Johnson, un Afro-Américain queer qui a vécu toute sa vie aux États-Unis et qui raconte son enfance, son adolescence, le début de sa vie d'adulte, puisqu'il a une trentaine d'années, je pense. Je crois qu'il doit avoir à peu près le même âge que moi. Dans ce livre, donc, George M. Johnson va raconter sa vie, son enfance, son adolescence, le début de l'âge adulte et toutes les difficultés et les questions qu'elle a pu se poser au cours de sa vie jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à la fin de l'écriture de ce texte. On va rencontrer les membres de sa famille, on va rencontrer son cercle d'amis. Je vais juste vous lire les trigger warnings, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Langage grossier, racisme, homophobie, violence, humiliation, maladie chronique, drogue, sexe, inceste, agression sexuelle, perte d'un proche. C'est dur, c'est très 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 dur. George M. Johnson n'a pas eu une enfance, une adolescence facile. Et elle se confie dans ce récit, et elle a recueilli les avis de certains de ses proches, l'accord de certaines personnes pour parler de ce qu'elle a vécu plus jeune. Et c'est déchirant, c'est primordial. Je pense que ce texte fait partie des textes que tout le monde devrait lire, parce que on le vit en même temps qu'elle, et
c'est dur. C'est très très dur. Ça se lit très très vite. C'est beau, c'est plein d'espoir, même si pas toujours. Et on peut pas s'empêcher de se dire à la fin que ben waouh, waouh. Il y a la surmontée tout ça et c'est juste ouf. La résilience de cette personne, je suis éblouie, admirative de ce qu'elle a réussi à faire de tous ces traumas. Et je trouve que ce serait tellement cool que tout le monde lise ce texte, justement pour se rendre compte que bah, c'est pas parce qu'on a des traumas, c'est pas parce qu'on a vécu des choses horribles dans sa vie que on peut tout se permettre. Et il y a plusieurs façons, c'est sûr, de faire son deuil, que ce soit le deuil de quelqu'un qu'on connaît, le deuil d'un proche, le deuil de soi-même, le deuil de son identité. Je sais pas trop quoi vous dire de plus en fait par rapport à ce texte parce que c'est tellement particulier. On n'est pas sur un discours moralisateur, on n'est pas non plus sur un guide. On a des chapitres qui sont horribles, pleins de haine envers George M. Johnson, mais moi-même à la lecture j'ai ressenti de la haine envers certaines choses qu'elle avait vécues en fait, tout simplement. J'ai ressenti du dégoût, j'ai ressenti de la peur, mais surtout il y a énormément d'amour dans ce livre. C'est tout simplement le récit d'une quête d'identité incroyable, récit incroyable, et quête d'identité infinie, puisque même encore aujourd'hui, l'auteur se questionne sur son identité. À l'époque où elle a écrit ce texte, elle utilisait le pronom il me semble. Je crois que c'est noté quelque part. Au moment où ce récit a été publié, George M. Johnson employait les pronoms lui, il, et depuis, Yel est passé au pronom Yel, tout simplement. Donc, même encore aujourd'hui, Yel se questionne sur son identité. Je sais qu'elle a écrit autre chose, une autre biographie, il me semble, sur une autre période de sa vie. Je sais plus trop, mais je la lirai avec plaisir parce que je trouve que George M. Johnson est juste admirable. Voilà. Donc j'ai très très hâte de lire cet autre texte de cet auteur et j'espère que De Saxus le traduira également. J'espère seulement qu'ils choisiront la même personne pour le traduire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire quels ont été les titres que vous avez lus au mois de mars. Est-ce que vous avez eu de nouveaux coups de cœur? Est-ce que vous avez fait des abandons? Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!